On est prêt à partir. L'Amérique abandonnée est devenue une marque, créée il y a près de 20 ans par Matthew Christopher, diplômé d'une école de photographie en Pennsylvanie. Aujourd'hui, c'est depuis son domicile de Philadelphie qu'il part pour 4 jours d'exploration urbaine. Peintre ou photographié, il a toujours été fasciné par la représentation des ruines. J'ai commencé l'Amérique abandonnée quand je travaillais dans des hôpitaux psychiatriques. Je me suis intéressé à l'histoire des hôpitaux publics, des asiles et le fait que tant de ces établissements fermaient. Or, il y a une histoire derrière tout ça. Elle est intéressante, mais rien n'était fait pour que l'on puisse raconter ce que ces bâtiments représentaient. Au contraire, on les laissait à l'abandon, en ruine. Après, j'ai découvert d'autres hôpitaux publics, puis des écoles, des centrales électriques, des usines, des prisons, tout type de bâtiments dans lesquels je pouvais aller. Avec le temps, l'esthète est devenu un observateur avisé de la situation économique et sociale de son pays. Il y a beaucoup de bâtiments abandonnés en Pennsylvanie. En fait, dans beaucoup d'États, en particulier sur la côte Est ou à travers la Rust Belt, il y en a pas mal. La Rust Belt, c'est la ceinture de rouille, cette région du nord-est des USA que l'on appelait avant la Manufacturing Belt, la ceinture des usines, tombée à l'abandon ces 50 dernières années. Vous imaginez comme ça devait être bruyant. Ici, nous sommes dans les anciennes aciéries de Bethléem. C'était une des aciéries les plus importantes de tous les États-Unis. L'acier, c'était la colonne vertébrale de l'industrie en Pennsylvanie, avec le charbon et le textile. C'était le cœur de l'économie de l'État. À partir d'ici, on a fait des gratte-ciels, des bateaux de guerre, beaucoup d'infrastructures des villes américaines. Cela a été transformé en complexe multi-activités. Il y a des casinos, des lieux d'exposition, des studios de la télé publique. Et puis il y a cette promenade surélevée d'où on peut voir les cheminées de l'acierie. Parce qu'il préfère prendre le temps de comprendre les lieux où il va, plutôt que de courir après la photo inédite, il ne veut pas être associé au milieu des urbex, les explorateurs urbains qui entrent souvent par effraction dans les bâtiments abandonnés. À chaque étape, il a rendez-vous avec quelqu'un sur place, souvent des retraités, comme ici à Salzbourg, où il vient photographier un ancien moulin à farine. Depuis que cela a été fermé dans les années 60, l'endroit est resté exactement en l'état. Les machines sont donc remarquablement conservées. De trouver ça intact, pas détruit ou démonté, c'est très très rare. C'est exceptionnel. Moi, je suis sentimentalement attaché à ce bâtiment. Et il y a une histoire à raconter. S'il avait été démoli, cela aurait été triste. On n'aurait pas pu le faire. C'est important d'être relié au passé. C'est un endroit où Matthew aime faire venir les groupes de photographes amateurs qui l'encadrent. Les workshops sont tendance, ils font désormais partie de son travail comme ses livres et la vente de tirages. Il fait venir ici des gens de toute la côte Est, du Maine jusqu'à la Caroline du Nord et du Sud. Ils viennent voir notre patrimoine. J'adore ça. Peut-être que l'Amérique n'a pas toujours la réputation de prendre soin de son passé, mais quand vous commencez à étudier la question ville par ville, vous trouvez qu'en fait il y a beaucoup de gens qui s'investissent et se battent pour sauver le patrimoine et en prendre soin. Malheureusement, dans beaucoup d'endroits que vous pouvez visiter, il y a une tendance à faire des parcs Disney, alors que les gens recherchent l'authenticité. Mais ça devient aseptisé, du business. Alors il faut trouver autre chose.
Mais la mode de l'urbex n'est pas sans conséquences. Le vandalisme est devenu un fléau. Matthew tient à préciser qu'il ne rapporte jamais rien à part des photos. C'est un de ses amis qui a trouvé cet endroit grâce à des images satellites accessibles en ligne. Une collection privée de trolleybus et de tramways. Je faisais très attention à garder cet endroit secret quand j'ai publié mes photos d'ici, au point de changer les immatriculations des wagons pour qu'on ne retrouve pas leurs traces dans des registres de vente accessibles en ligne. Vous avez ces gens qui sont des fanatiques du ferroviaire. Ils ont retrouvé cet endroit. Ils ont commencé à en parler entre eux dans des forums. Et après, des pratiquants de l'urbex ont rendu public l'emplacement. Et il n'y a plus grand-chose à faire pour sauver la collection, sauf à laisser s'amuser les visiteurs. Certains sont des artistes, mais pas tous. Oui, il y a un certain talent dans celui-là, je veux bien l'admettre. Je n'ai pas de problème avec celui-là. Et quand vous regardez ce que d'autres ont fait, certains ont juste gribouillé des croix gammées ou des pénis, des propos racistes, des injures, juste pour impressionner leurs copains âgés d'à peine 13 ans. C'est lamentable. Et dans cette Amérique profonde qui regorge de patrimoine, il y a aussi les fameux diners que l'on essaye aujourd'hui de copier. Mais celui-là est dans son jus de viande hachée comme ses clients. Et quand le journaliste français pose une question, la réponse est croustillante. Et votre président en France, ça va? Il a baisé notre président, non? Et sa femme, comment elle va? La femme du président français, elle est vieille, non? Mais ils sont heureux, non? Un endroit comme celui-là, on le trouvait avant la prolifération de ces commerces globalisés et sans âme, dans la restauration notamment. Si on regarde la carte de la Pennsylvanie, on est exactement au centre. Avant, c'était un endroit prospère. Maintenant, ce n'est pas une horreur en termes d'économie, mais ce n'est pas grandiose non plus. La désindustrialisation a durement frappé les villes moyennes comme Wilkes-Barre. 86 000 habitants dans les années 30, 40 000 aujourd'hui. Nous voilà au temple des Shriners. Le voilà. C'est un bâtiment très impressionnant. La ville avait ses groupes d'influence comme les Shriners, une structure proche de la franc-maçonnerie, devenue puissante au point de construire cet incroyable bâtiment aux allures de mosquée. Hey Matthew, good to meet you. Good to meet you as well. Yeah. Thank you very much for coming. Oh, you bet, you bet. It was not built to serve. Cela n'a pas été construit comme un bâtiment religieux, mais les Shriners, quand ils se sont créés, ils se sont rattachés à cette mystique orientale. C'est sans doute le bâtiment le plus impressionnant que les Shriners ont construit dans cette tradition architecturale mauresque. C'est pour ça qu'on doit le sauver. On y retrouvait la bonne société locale, prospère et misogyne. Beaucoup de ces sociétés secrètes comme les Shriners et les maçons avaient leurs rituels et tout ce qui va avec. C'est certainement un aspect intéressant de l'histoire américaine, ces clubs, souvent exclusivement masculins, avec leurs règles secrètes. Mais cette époque est terminée maintenant. Je ne crois pas que les jeunes d'aujourd'hui adhèrent à ça. Les gens ne pensent plus à adhérer, à devenir membre d'un groupe comme avant. Aujourd'hui, on adhère à un groupe en ligne. Plus besoin d'aller dans un lieu, d'aller à des réunions. Mon père m'a amenée ici assister à mon premier opéra quand j'étais une petite fille. Et maintenant, je reviens ici et j'essaie de sauver cela. Et je ne crois pas qu'il y ait plus optimiste que ça.
Son rêve est de l'ouvrir aux visiteurs et les travaux de restauration vont commencer. C'est une des formes de tourisme qui se développe le plus vite, le tourisme de patrimoine. Et nous, ici, on a ce patrimoine qui est une richesse intacte. Alors on doit le valoriser. C'est aussi ça, être américain, toujours regarder vers le futur, être convaincu que nous avons les ressources dans nos propres mains. On a juste à foncer. Il aime se retrouver seul dans ses espaces et réfléchir au sens de son travail. Moi, je ne suis pas foncièrement contre le phénomène Instagram, parce que personne ne fait de photos pour ne pas les partager. L'essentiel est, je pense, de faire partager ce que l'on vit. Mais je dirais que la différence, c'est qu'avec Instagram, le rythme de consommation des images est tel que cela perd beaucoup de sens. La prospérité, elle s'affichait aussi dans les églises, comme ici à Chester, dans la banlieue de Philadelphie. Cette ville est vraiment en difficulté. Il n'y a pas d'argent. C'est triste parce qu'ils ont de très beaux témoignages d'architecture. Cette ville a été prospère. C'est là aussi que l'on trouve les endroits les plus intéressants. Au classement des villes américaines en fonction du nombre de meurtres, Chester est numéro 2. Pas de quoi être rassuré en entrant ici. En regardant autour de vous, vous voyez le travail du bois, les vitraux, les ornementations, les piliers. C'est sans aucun doute un bâtiment exceptionnel, même 40 ans après sa fermeture. 40 ans, c'est bien ça? C'est en 1896 qu'a été célébrée la première messe. Et cette église a fermé dans les années 80. Cet endroit montre la richesse qu'il y avait ici, mais c'est aussi très religieux. C'est un mélange de tout cela. Le bâtiment était promis à la démolition, mais nous avons compris que ce bâtiment devait être sauvé. Alors on l'a fait. On l'a racheté au presbytère pour $1 symbolique. Je crois que la vocation de ce bâtiment est de servir les gens qui habitent ici, pour les aider à s'en sortir, pour qu'ils aient un lieu où ils pourront apprécier la vie. Parce qu'il y a tant de choses qui se passent dans cette ville, surtout en ce moment. Oui, il y a beaucoup de crimes, des trafics de drogue, toutes ces choses dont il faut absolument s'occuper. Certes, on s'en occupe, mais de façon parcellaire. C'est un de nos objectifs, arriver à donner des leçons de vie pour aider la population à s'en sortir. Un jour peut-être, les habitants de Chester reprendront le chemin de l'église, redevenu un lieu de vie pour une population, elle aussi laissée à l'abandon. En Pennsylvanie, comme ailleurs à travers le monde, les promoteurs immobiliers s'intéressent de plus en plus aux anciennes usines. À Easton, on y fabriquait des tasses. Moi, je ne le vois pas comme un bâtiment abandonné. Pour moi, c'est un bâtiment sous-utilisé. Nous avons sélectionné des architectes et des ingénieurs. On est en train de faire le travail de nettoyage car vous pouvez voir qu'il y a de l'amiante dans les sous-couches des peintures. Oui, au plafond, sur les murs et au sol, il y a de l'amiante dans ce bâtiment. Même si on utilise le terme abandonné, je crois que dans beaucoup de propriétés qui ne sont plus utilisées, il y a toujours des perspectives, bien sûr.
Ah, je voulais vous montrer ça, c'est l'ancêtre de l'email. C'est marrant. Ce sont des tubes à air comprimé dans lesquels on mettait des messages qui partaient à travers l'immeuble. Ils arrivaient par là et vous mettiez votre message pour qu'il arrive ailleurs dans le bâtiment. New York ou Philadelphie sont à un peu plus d'1 heure d'ici, ce qui permettra de transformer l'usine en de magnifiques lofts pour une clientèle urbaine de jeunes qui souhaitent vivre différemment de leurs parents. Les gens aiment faire partie de l'histoire. Et je pense qu'habiter dans un bâtiment qui a eu auparavant un autre usage, c'est cela. Transformer cet endroit en un immeuble d'habitation. Moi, je pense que le modèle de la maison individuelle est devenu un peu ennuyant. Les gens qui vont vivre ici, ils pourront fermer leur appartement et partir pendant 1 mois, voyager. Et ils savent que l'immeuble ne va pas s'effondrer, qu'il est surveillé, entretenu, qu'ils n'ont pas à tondre le gazon ou à pelleter la neige en hiver. Leur vie est riche. Pour autant, ils ne sont pas pieds et poings liés à leur patrimoine immobilier. Oui, la gentrification a aussi du bon. Si à proximité des grandes villes, les bobos vont remplacer les ouvriers, en Pennsylvanie, il reste quelques lieux qui ont conservé une forte identité sociale. La ville de Scranton est connue dans l'histoire pour les 6 mois de grève de 150 000 mineurs de charbon en 1902, et sur sa place centrale trône la statue de John Mitchell, un des pères du syndicalisme américain. C'est un modèle A, Ford de 1929. 1929, c'est l'année de la grande crise économique et il y a certainement des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce fossé de plus en plus profond entre ceux qui possèdent tout et ceux qui n'ont rien, qui doivent lutter pour s'en sortir. Dans ce quartier autrefois ouvrier, un enfant devenu célèbre est passé par là tous les jours pour aller à l'école. Joe Biden, le vice-président de Barack Obama, un des candidats démocrates à l'investiture, est né à Scranton en 1942. Biden, il a vécu à 2 rues d'ici, là-haut sur la colline. C'est là qu'il est né. Mais il est parti d'ici quand il est entré au lycée. Alors quand il était enfant, il était à 5 minutes à pied de l'usine. Bon, il n'a pas été un col bleu pendant bien longtemps. Mais il vient de la classe ouvrière. C'est important. Après, il a été le vice-président. Difficile de l'appeler encore un col bleu, non? Car dans sa campagne pour l'investiture, Joe Biden met en avant ses origines. Si vous grandissez dans un quartier où il y a une usine à proximité sur votre chemin de l'école, vous comprenez peut-être mieux les gens que vous êtes censé représenter, plus que quelqu'un qui a grandi dans l'opulence depuis sa naissance. Voilà, j'essaie de mettre tout ça droit, avec ces lignes. Moi, j'essaie d'être dans un style plus proche du réel, parce que j'accorde plus d'importance aux lieux tels qu'ils sont, plutôt qu'au traitement de l'image. Cela me gêne toujours un peu quand les gens remarquent d'abord le traitement qui est fait à l'image. Ils devraient d'abord voir l'image avant de remarquer ce que vous en avez fait. Ce voyage avec Matthew Christopher à travers la Pennsylvanie abandonnée va se terminer dans un des lieux les plus impressionnants, une ville entière quasiment à l'abandon. Brownsville était autrefois prospère. Un film d'après-guerre montre sa vitalité,
grâce notamment au charbon. Aujourd'hui, presque tous les commerces sont fermés, sauf l'armurerie, installée dans l'ancienne synagogue. Sa population a été divisée par 5, et parmi les 2000 habitants qui y vivent encore, il y a Nina et Beth. Elles nous reçoivent dans le joli petit musée de la ville, et avec elles, on aimerait croire à une possible renaissance. Mais comment remonter la pente quand tout s'est effondré, à commencer par l'hôpital? Et ce deuxième hôpital dont vous parliez, le deuxième de Brownsville, il a aussi fermé. Alors vous allez où pour vous faire soigner? On doit aller soit à Uniontown, qui est à une demi-heure d'ici, environ 15 miles, soit à Monongahela, qui est à 15 ou 20 miles d'ici. Alors s'il y a une urgence, ça prendra un moment avant d'être pris en charge. Il n'y a plus comme avant une prise en charge rapide. On n'a pas de médecin de secours ici dans ce coin. Ces gens vous disent que plus personne ne s'occupe d'eux, et ils ont raison, non? Qui se préoccupe de cet endroit? Je ne pense pas que Trump s'en occupe. Moi, je pense qu'il ne s'occupe de rien à part de lui-même. Je crois que c'est évident. Mais le fait est que les problèmes qui ont conduit à cet état de choses, les deux camps en sont responsables. Ce n'est pas juste la faute d'un parti. L'abandon, les promesses non tenues depuis des années, à force, la Rust Belt s'est jetée dans les bras de celui qui avait le discours le plus démagogique. Là où les démocrates et les républicains faisaient jeu égal au temps d'Obama en 2016, les 2/3 des électeurs du comté ont voté Trump, comme Beth. 2016 nous a en fait aidé à ouvrir les yeux sur tout ça et à dire « ça suffit ». Nous sommes fatigués de ces promesses non tenues, fatigués d'entendre des tas de choses et de ne rien voir venir, de ne pas voir ce pays aller de l'avant, avec force, pour le peuple américain. Et que sera 2020 ? Moi, j'espère qu'en 2020, ce sera pareil et qu'on continuera à aller de l'avant. Je ne suis pas content de la situation politique actuelle et je pense que nous vivons un moment assez effrayant. Une des raisons pour lesquelles j'ai débuté ce projet, c'est parce que je sentais bien que ces endroits étaient comme des signaux d'alarme, pour nous alerter, que l'on voit comme ça va mal. Ces endroits ont besoin de soutien, de compréhension, d'empathie, mais il ne faut pas les juger ni les ignorer. Dès le début de mon travail, je me suis rendu compte de ça. C'est important dans ce que je fais. Mais ce n'est plus un feu de poubelle, c'est la maison entière qui brûle. C'est pour ça que je trouve ce moment assez effrayant. La société est fragmentée, il n'y a plus cette envie de s'occuper de tout ça ensemble. Les gens sont divisés comme ils ne l'ont jamais été. Au départ, il faisait cela juste pour l'esthétisme de ces lieux. Il s'est mué en observateur engagé des États-Unis. Car à force de photographier les endroits les plus tristes, Matthew est devenu un citoyen, un acteur de la vie politique. Et il espère que ses compatriotes se ressaisiront le 3 novembre 2020, le jour où il faudra élire le président.